8 previews. En 5 jours, 6e preview. On y va, on avance doucement mais sûrement. Ouais! Ça y est, ce week-end, dans quelques heures, on va avoir les playoffs 2024. On s'installe tranquillou bilou. Comment ça va, Alex? Ça va, Knicks Sixers, bien, ça va bien. Je trouve que c'est une bonne série. Bon, moi j'étais plus dans mon bracket sur un Knicks Heat. Bah moi j'avais un Knicks Sixers et je suis bien content. Je suis pas passé loin d'ailleurs du Knicks Heat quand tu vois le match de play-in. Désolé. Félicitations aux Sixers. Félicitations à Nico Batum. Félicitations à Nico Batum. Félicitations à Joel Embiid. Ouais. Qui, malgré le plan prévu par Spoelstra et le Heat, a réussi à faire un gros 4e quart, notamment alors qu'il était quand même en difficulté pendant le match, où le Heat lui a vraiment fait... lui a opposé une belle défense et tout. Fait un énorme 4e quart. Je crois que c'est lui qui lâche la balle à Oubre pour le gros 3 points là. Alors Oubre c'est N1 sous la raquette et il y a Embiid, Batum pour pas mal de 3 points et t'as le Oubre c'est surtout le N1 je crois. C'est le N1, t'as raison, mais c'est une passe d'Embiid, non? Mais c'est une passe laser de Embiid tout à fait. Donc bon. Et en plus on va reparler dans les dynamiques et tout, mais le Jojo, je pense quand même qu'il est pas à 100%. Alors il reste très dominant, hein. Mais donc je pense qu'il serre les dents. Voilà. Et bam, on va parler de tout ça évidemment dans cette preview incroyable entre les Knicks et les Sixers. Est-ce que vous êtes encore en vie dans votre bracket? Vous allez pouvoir nous le dire. Évidemment, il faut aller jusqu'au bout de ces playoffs 2024 pour voir qui aura raison. Dans tous les cas, nous allons faire cette preview comme toutes les autres previews qui sont disponibles sur cette chaîne. Vous avez à la fois 3h11 de Free Flow Science-Fiction. Science-Fiction, exactement. Pour revoir tous les playoffs pronostiqués par Alex, Bibi et Simon, il y a déjà 20% du contenu qui a jeté à la poubelle. Ensuite, 20%, ouais. Un bon 20%. Un bon 20%. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité de regarder la preview de Mavs Clippers, de Bucks Pacers, de Wolves Suns, de Cavs Magic, et de nos amis Nuggets Lakers. Entre Nuggets et Lakers, là on bascule à l'est entre Knicks et Sixers. Le Game 1 aura lieu dans la soirée de samedi à dimanche. À minuit, si je dis pas de bêtises. C'est ça, juste après qu'on ait fermé les portes du Grand Rex. Voilà, c'est ça. Pour vivre cette folie des playoffs dans quelques heures, on va se retrouver physiquement, 2500 personnes pour regarder d'abord Cavs Magic avec Paolo Banchero versus Evan Mobley et après Alex en hélico total, Wolves Suns. Boum, le main event. Ah mais vraiment c'est incroyable. Après on laissera la place aux équipes qui espèrent faire des trucs. Genre les Knicks et les Sixers. Ah là 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 là, c'est ça l'humour. Et évidemment, on sait qu'il y aura les mêmes rubriques dans cette petite preview. Alex, on commencera par quoi? La dynamique des deux équipes, qu'est-ce que tu as fait en régulière, dans quel état tu arrives en playoff, est-ce que tu as gagné beaucoup de matchs, est-ce que tu es sur une pente plutôt ascendante, descendante, est-ce que ta défense va bien, est-ce que ton attaque va bien, est-ce que tu as des joueurs blessés importants ou pas? On va parler exactement de tout ça parce qu'il y a quelques belles dynamiques côté Knicks et Sixers. Il y a des infirmeries à surveiller. Et puis aussi les jolis programmes de fin de saison régulière. C'était pas mal du tout de chaque côté. Ensuite, on ira dans le bureau de Dedesh pour aller parler avec Nick Nurse. Hashtag tactico-technique. Avec Nick Nurse et avec Tom Thibodeau, tout à fait. Et non plus Doc Rivers. Non, et c'est pas JB Bickerstaff non plus, Tom. Aïe. Le Tibbs... Attention, on va en reparler. On va en reparler évidemment dans quelques minutes. Dans tous les cas, on fera ce point tactico-technique dans lequel on va focus évidemment sur un point précis de cette rencontre qui sent bon la conférence Est là. T'as vu de haut là? Attention, ils sont à quoi? Ils sont à quoi? Ils sont à 2 heures de bus l'un de l'autre. Ah ouais. Philly, New York, c'est pas loin, hein? Ah oui. Non, c'est vrai, hein? Si, tout à fait. C'est un déplacement très très rapide entre ces deux villes. Et puis au niveau de l'historique entre ces deux... il y a un petit historique. Bon, ça aurait été Knicks Heat, il y avait un bel historique aussi. Ouais, mais Knicks Sixers... Non, mais Knicks Sixers, complètement. Super série, franchement. C'est hâte. C'est en l'Est à fond les ballons entre le numéro 2 et le numéro 7. Ensuite, on passera sur le joueur à suivre, car il y a beaucoup de joueurs à surveiller dans cette série. Mais il y en a un qui va attirer notre attention. Voilà, un chacun. Quel est le joueur un peu facteur X, un peu dont les performances vont dicter certains, si ce n'est tous les résultats de la série. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est français? Tout à fait. Est-ce qu'il aurait pu être français? Est-ce qu'un Français a été l'homme du match d'un match de play-in qui a permis aux Sixers d'aller en play-off? C'est une question. Tout à fait. Est-ce que les deux meilleurs joueurs des Sixers au dernier match sont français? Très bon. C'est vrai. Cocorico là, hein? Non? Ouais. Thémas front courte, mon gars. Et bien évidemment, on se penchera à la fin sur le pronostico, Alex. Pronostico, évidemment. L'avenir, la cote, le résultat exact de la série
c'est pour vous, c'est dans quelques minutes. C'est en exclu. Et justement, vous allez avoir une exclue puisque Bibi, j'ai envoyé dans le Free Flow Science Fiction un pronostic, mais on ne sait pas ce que Alex va pronostiquer sur Knicks Sixers. Quoique, on a une petite idée quand même. On a une petite idée, peut-être, mais en tout cas, je l'avais pas moi dans mon. Est-ce que Alex va changer ? Je l'avais pas dans mon bracket vu que je pensais que le Heat pouvait sortir. Allez voir jusqu'où Alex a mis les Knicks sur ce Free Flow Science Fiction. Est-ce que tout va changer parce que désormais pourquoi pas pourquoi pas. C'est pas du tout la même opposition que celle que j'ai pronostiquée dans mon. Mais non, mais c'est vrai en plus. Mais je sais. C'est pas du tout la même opposition. Tu joues le Heat ou tu joues les Sixers, c'est pas du tout la même série pour les Knicks. C'est bien. Je sais pas ce qu'ils préfèrent. Je veux bien que s'il y a des fans des Knicks en commentaire ou sur Twitter, dites-moi si vous auriez préféré jouer le Heat. Je pense qu'ils auraient. Tu sais que. Moi j'ai une petite Maintenant idée. que Butler se tient le genou et crie oui, mais avant. Et d'ailleurs, ça se discute, je veux dire, c'est une vraie discussion. Jimmy, non, on lui souhaite pas, mais il s'est fait mal, hein, c'est sûr. Très mal, ouais, c'est sûr qu'il s'est fait mal. Et donc, oui, mais avant. Moi, je connais la réponse, Alex. Ah ouais, ok. Ouais. Les fans des Knicks, tu sais ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire qu'on s'en fout. Ils vont te dire on s'en fout, on prend tout. On prend tout le monde. Ils ont bien raison. Je suis d'accord avec eux. Envoie. Et preuve étant, on va faire la dynamique des deux équipes parce que s'il y a bien une équipe qui nous a fait kiffer, qui était dans ces histoires de savoir si les Cavs allaient gagner ou perdre ou si les Bucks ils allaient gagner ou perdre, ce sont les New York Knicks, Alex. Ils sont numéro 2 de la conférence Est, saison extraordinaire. Super et lorsqu'il fallait battre les Bulls au finish en overtime et qu'il fallait donner 57 minutes de temps de jeu à Dante DiVincenzo, et ben Tibbs il a fait, tu sais quoi, on y va les gars, on gagne. Super saison régulière, magnifique. 50 victoires, top 10 en attaque, top 10 en défense, en ratings. Jalen Brunson qui fait une saison qui... Le candidat MVP. De candidats, voilà, hors top 5 à mon sens, mais pas si loin que ça, quoi. Franchement, lourd. Malgré un Julius Randle, et on va en reparler, qui est blessé et qui ne jouera pas les playoffs et qui est pas là depuis au moins 2 mois, là, non ? Ça fait un moment. Donc ils ont vraiment joué, et on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer Julius Randle, ça leur enlève quand même une vraie pièce offensive. Ah oui, je te confirme. Défensivement, on discute, mais offensivement, c'est une grosse option que tu t'enlèves. Ouais. Même si Randle, sur les dernières séries de playoffs auxquelles il a participé, il ne nous a pas fait rêver. C'est vrai, j'ai vu des mecs dire ça et tout, c'est vrai. Mais... Est-ce que ces Knicks vont faire un plus gros parcours sans Randle plutôt qu'avec ? Ça dépend pas que de ça, hein. Ça dépend de l'adversaire, ça dépend de plein de choses. Mais tu sais que dans le management, ils vont pas se poser forcément cette question. Mais au niveau du cœur, on est tout en haut. On est tout en haut là, avec ces joueurs et tout. Au niveau de la défense, on est sérieux. Au niveau de l'attaque, bon bah on a un meneur élite de chez élite, on a des bons shooters et on a des intérieurs qui se battent. Je veux dire, on a un vrai truc. Donc non, la dynamique des Knicks, t'as la blessure de Randle qui fait chier, mais sinon, la dynamique des Knicks, cette fin de saison avec pas mal, disons quoi, 1, 2, 3, 4, 5 victoires de suite pour finir la saison. Dedans, il y a 2 fois Chicago qui jouait, il y a Boston et il y a Milwaukee. Pardon. Oui. Bonjour. Non, bien sûr. Quand même. En fait, bien sûr. En fait, il y a eu début avril, il y a eu un espèce de trio qui a fait vraiment chier. C'est la défaite à San Antonio avec un énorme match de Wemby, là, 40 points, 20 rebonds, 18, tout ce que tu veux. Il y a 3 défaites de suite. Ça a été enchaîné avec un match perdu au buzzer contre Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder de Jalen Williams, puis défaite évidemment à Miami malgré un gros Dante DiVincenzo. Et du coup, tu as eu ces histoires de classement, mais tu as bien fini, comme tu disais là, avec 5 victoires de suite, ce qui te permet d'être top 2. Tu as une vraie dynamique. Tu auras eu une semaine pour te reposer. Et nécessaire quand tu joues pour Tibbs. Ouais, mais c'est important, ils l'ont. Ah ouais. Tu as un groupe qui vit bien et où tout le monde se bat les uns pour les autres. Ces Knicks n'ont pas peur du combat. S'il y a un combat, ils vont t'envoyer Hartenstein, Mitchell Robinson, Josh Hart, Dante DiVincenzo, McBride, même Brunson. Hein. Oui, donc là, attention. Là, combat, pas peur. Non. On verra en face, hein. Je dis pas que... Attention, OG. En face, ils ont des clients aussi. OG, tout à fait. Ça rigole pas. Ils rigolent pas sur le combat. Les Knicks ont gagné la série de régulière 3-1. Mais alors là, il faut mettre des immenses guillemets, bémol, tout ça, ce que vous voulez. Puisque 3-1, sur les 4 matchs, il n'y en a que 1 où il y a Joel Embiid. Donc pardon, mais c'est quand même un facteur important. Et sur ce match-là, il y a Julius Randle, donc vous pouvez pas vous baser là-dessus. Et sur ce match-là, il y a Julius Randle, tout à fait. Ancienne. Après, ça montre aussi que ces Knicks ont des avantages sur certains secteurs du jeu par rapport aux Sixers et qu'ils ont su les exploiter à plusieurs reprises. Mais c'est tout ce qu'on pourra dire parce que sinon ça n'a pas vraiment de valeur. Je le cite parce qu'on en parle. Tout à fait. Moi j'avoue, je m'étais noté pour donner la continuité. Vas-y. Le fait notamment qu'on avait parlé beaucoup sur l'apéro trade deadline et sur le live qu'on avait fait ensemble avec Simon, que ces Knicks là ressentaient au niveau du management que s'ils faisaient les moves nécessaires, ils pouvaient faire un gros push en playoff.
Tu lisais en termes de dynamique. Trade à la deadline. Exactement. Tu lisais là en termes de dynamique. Il y a eu 2 choses, moi, qui m'ont vachement rassuré parce qu'il y a un mois, on ne pouvait pas parler en ces termes-là. C'est Mitchell Robinson est revenu. Oui. Et bien. Et il est revenu. Il est là. Revenu. Ouais, je suis d'accord. OG Anunoby est revenu. On a eu quand même un gros coup de flip à New York. Avec le coude et tout parce là. qu'avec le coude là pendant des semaines, on se disait c'est quoi, c'est injury report. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être là, mais après on va voir à quel rythme il va pouvoir être efficace. Non, mais je veux dire, il a mis des tirs et tout. Il a pas l'air. Enfin, ça a l'air d'aller le coude. C'est ça. À la limite, la seule potentielle insatisfaction, et encore il faudra le voir là sur les playoffs, c'est qu'il y a eu des moves qui avaient été faits sur le banc, notamment avec du Bojan Bogdanovic qui était arrivé. L'impact réel de Bojan et ce qu'il est capable d'apporter chez ces Knicks là n'est pas selon moi à la hauteur de ce que ça pourrait être. Peut-être que ça va changer là sur les playoffs. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps. Est-ce que ça peut changer en playoffs? On verra. Comment Tibbs va l'utiliser. Comment Tibbs va l'utiliser, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a eu des choses hyper intéressantes au niveau du jeu et donc de cette infirmerie qui, il y a 3 semaines, avait Mitch Robinson et OG Anunoby en costard. Ouais. Non. Donc là, ils ont Randle. C'est tout, entre guillemets. Ouais, c'est ça en gros. Ils ont. Fais voir un peu. Hein. Non, mais c'est ça. Ils ont d'autres gars ou pas? Attends, on va vérifier quand même vite fait. Charlie Brown et Dwayne Washington Jr. Donc non, ça va, tout va bien. Donc ils ont pas Randle. Voilà, ils l'auront pas. C'est pas genre on sait pas ou quoi, il jouera pas. Les Knicks vont démarrer une série en numéro 2 de l'Est. Les Knicks ne sont du coup pas dans le tableau des Celtics, ce qui est un petit peu le cadeau à ne pas avoir. Hein. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'il faut pas être 4. Ils ont l'avantage du terrain jusqu'à une éventuelle finale de conf. Exactement. Et donc avec vraiment un groupe qui sent qu'ils peuvent jouer mi-mai, fin mai, début juin. Ça, si tu leur demandes, ils peuvent jouer en juillet. Août, hein. Ouais, ça fait. Non, mais je veux dire par là, c'est pas on a vu parfois Alex Denix, on s'est dit ouais, fuck Trae Young, let's go, on y va, on va jusqu'en finale NBA. Bon, c'était drôle. Ce groupe-là a quelque chose à faire. Ils rigolent pas. Ouais. Je pense que dans l'histoire de Trash Talk, des séries de playoffs comme ça qu'on démarre en disant le clear favori c'est les Knicks et ils peuvent faire un gros run, c'est une des premières, hein, si je peux me permettre. Tout à fait. Je pense que les Sixers ont fait le gros match qu'ils ont fait et ça a été difficile de battre le Heat. Mais je pense quand même que non, c'est pas qu'ils sont contents de jouer les Knicks sans l'avantage du terrain. Non. C'est que comme ça on va arriver gentiment sur la dynamique des Sixers. C'est que eux aussi, un peu comme on en a parlé lors de la preview des Lakers, eux aussi ils ont des corps à reposer et ils n'avaient pas envie de se taper 2 matchs de play-in, donc avoir gagné, être qualifié et en avoir qu'un, c'est bien. Et 2, mais de l'autre côté c'est Boston. Sans faire offense aux Knicks, je pense que quand même là aujourd'hui, à l'instant T, tu préfères jouer les Knicks que les Celtics. Quand même, non? Ah oui, je suis d'accord. Voilà, je pense. Ouais. Maintenant, on va voir ce que le terrain va nous dire. Exactement. Mais en tout cas, là-dessus, les Sixers ont craqué le match, ont gagné en se craquant le match qu'il fallait contre un Miami pas facile à prendre. Un match qui est dans la continuité de leur très très grosse dynamique de fin de saison. La fin de saison, c'était la pire équipe à choper. 8 victoires de suite. Ouais, alors pas que des gros clients, hein, mais il y a quelques clients à faire. Non, mais oui. Non, mais attends, je veux dire, ils ont battu quoi? Attends, je l'ai là. Brooklyn, Détroit, San Antonio, Memphis, Toronto, pardon, mais je veux dire, toi, moi, Léon, à 3, on les bat. Tout à fait. À 3 contre 5, on les bat en fin de saison. Mais, tout à fait. Mais juste pour rendre hommage quand même à nos amis Sixers, parce qu'évidemment, il y a même eu de la victoire en prolongation à Santo, donc comme quoi, parfois, c'était un peu compliqué, mais il y a aussi des absents. Limite, c'est pas forcément les plus faciles à prendre, parce qu'ils jouaient. Ouais, mais c'est que, à la limite, moi, ce qui m'a surtout impressionné sur cette série, c'est que il y a des matchs où il y a vraiment eu la manière. Parce que gagner contre des daubes, d'accord, mais si tu montres que Joel Embiid est de retour, parce qu'il y a eu quand même une belle gringolade, c'est que quand t'as Embiid qui se blesse, ils ont perdu beaucoup de place. On a perdu beaucoup de place à Philly. J'aurais dû commencer par là. C'est ils ont fait un énorme démarrage de saison régulière. Saison, il démarre vachement bien. Embiid, à mi-janvier, c'est le leader de la course au MVP. Ouais. Exactement, on se retrouve avec cette blessure à Golden State. Il faut faire sans lui. Beaucoup de modifications qui ont été faites, notamment autour. C'est-à-dire qu'on a quand même l'intégration de Bud Hield. On a eu aussi Monsieur Kyle Lowry qui est arrivé en secret de retour à la maison, puisqu'il vient de Pennsylvanie. Et donc, on se disait, tiens, on s'était même posé la question dans les apéros, toi et moi. Est-ce que le retour d'Embiid, c'est pas une des plus grosses questions dans la conférence Est? Parce que s'il revient à 100%, ça change tout. Et on était les premiers à se dire, mais jamais il sera à 100% sur les playoffs. De toute façon, hier soir, il nous a montré qu'il sera pas à 100%. Exactement. Non seulement on a vu que a priori, c'est pas du 100%, mais on a surtout vu que je pense pas que ça passe tout Nico Batum qu'il est. Je pense que sans Embiid, ça passe pas le hit en play-in. Je pense que ça change tout. Compliqué. Tout à fait. Et donc la dynamique, elle est excellente pour les Sixers parce que tu as fait le travail même contre ce hit-là, même en fin de match quand il a fallu les gérer. Et t'as eu Oubre, t'as eu Nico Batum qui est énorme dans le match de play-in. Bravo Nico, qui a été décisif avec 20 points, 6 tirs à 3 points et le compte décisif sur Tyler Hero qui fait encore des cauchemars en français. C'est une
bonne première saison de ces Sixers sous Nick Nurse qui aurait pu être exceptionnelle s'il n'y avait pas eu la blessure d'Embiid. Tout à fait. Et du coup, pour cette première série, donc ce premier tour de play-off, en termes d'état, de physique, de santé, on a 2 grosses interrogations. On a le genou d'Embiid et on en a une autre dont on parle beaucoup moins. C'est Melton, donc qui n'était pas là sur le match de play-in. Anthony qui revient un peu au buzzer au dos. Là. C'est le dos, lui. Attends, je crois que Anthony, je sais plus ce que c'était. Ouais, dos. Ouais. Et qui, là, selon le rapport là, de injuries que j'ai là, c'est expected to be out until at least le 20 avril. En fait, ouais. Donc ça, c'est pas forcément bon. Et j'en parle parce qu'on va en parler après dans les points tacticaux, machin et tout. Le backcourt qui fait ultra mal aux adversaires de Philadelphie, c'est pas Maxey Laurie. Laurie, pour moi, c'est un 6e homme parfait à faire rentrer et tout. Là, ils l'ont utilisé en titulaire contre le Heat et tout, parce qu'il n'y avait pas Melton, en fait. Et parce que Buddy Hield, c'est bien à faire sortir du banc, tu vois. Mais Melton est tellement complémentaire de Tyrese Maxey. Vraiment, j'espère pour les Sixers que D'Anthony, pardon, j'allais l'appeler DeAndre Melton. que D'Anthony Melton va être là. J'adore ce joueur, il est passé par Phoenix aussi, il est passé par pas mal de clubs. Là, à Philadelphie, il a parfaitement trouvé son rôle sous Nick Nurse et à côté de Tyrese Maxey. Il est ultra complémentaire, il va mettre des 3, il va être sur des tâches défensives, c'est un pitbull, enfin bref. Mais super joueur, mais là, il n'était pas là au play-in et genre peut-être il démarre la série sans lui, tu vois. Bah tout à fait, en fait, il y a eu plusieurs c'est un sujet. Il y a eu plusieurs semaines où les Sixers ont dû faire également sans Melton comme tu disais là, et son retour là qui a eu lieu, moi j'étais devant le match, j'avais envoyé le screen parce que les fans de Philly étaient debout sur leurs jambes en mode ouais, t'avais l'impression que c'était Jordan 88 qui revenait. Melton est revenu et si vous regardez tous les standards statistiques de cette saison 23-24, les line-up des Sixers avec D'Anthony Melton faisaient partie des 1, 2, 3 meilleurs line-up de toute la NBA. Il est trop important. Melton, Maxey avec Nico, Tobias et Embiid. Ouais. Laisse tomber, la mort assurée pour les adversaires. Donc à la limite, moi j'étais content de le voir en jambes l'autre jour en fin de saison régulière, mais le dos c'est une vraie galère. Là qu'il le fasse pas jouer du tout, un match de play-in contre Miami, c'est qu'il pouvait pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas. Genre c'est sûr, parce qu'un match aussi important, il l'aurait fait jouer sinon. C'est ça. On verra dans tous les cas, les dynamiques sont excellentes de chaque côté. On a confiance côté Knicks et on a sorti l'ogre Miami côté Philadelphie. Voilà pour la dynamique des 2 équipes. On va parler stratégie, tactico, expertise. Bien sûr. Nous sommes dans le bureau de Dédèche et en compagnie de Nick Nurse et de monsieur Tom Thibodeau. Dans cette section, c'est très simple. Vous prenez le parquet et vous dites il y a ça surtout que je vais observer sur la série. Et regardez, Alex Bastien, tous les gens de la commu, j'avais dit que j'allais observer ça de très près et ça a été déterminant sur cette opposition. Alex, c'est quoi ton point tactico-technique? J'en avais plein parce que c'est une série, je pense, qui est remplie de petits points tactico-techniques. Déjà, le global, c'est que Thibodeau, l'année dernière, il nous a montré, il a vu les Cavs arriver, il a proposé un plan de jeu défensif. Jimmy Bickerstaff, il a fait mince. Garland l'a fait. Garland, c'est pas le pire. Un mur. Les Cavs ont fait mince, comment on fait et tout. Ils se sont empalés dans le plan tactique de Thibodeau pendant toute la série. Là, ça sera pas le cas avec Nick Nurse, je te le dis déjà. Mais il le sait, Thibodeau. Donc on va voir ce qu'il va proposer. Je vais pas partir là-dessus en point tactico. Je vais partir sur défendre Jalen Brunson. Donc pour les Sixers, évidemment. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'en l'absence de Randle, on l'a vu à de nombreuses reprises côté Knicks, tu as un point faible offensif. L'attaque des Knicks a été très performante, même sans Randle, attention. Ouais. Mais effectivement, l'absence de Randle enlève un côté bully, un côté agressif, un côté recherche de lancer en attaque d'un joueur qui va nous énerver parce qu'il va prendre pas les bons tirs qu'il faut et va nous énerver et tout. En revanche, c'est un joueur qui peut avoir Nico Batum sur une épaule et Tobias Harris sur l'autre et aller au cercle quand même. Là, ils l'ont plus, ce joueur. Donc ça, c'est mort. Donc, les Sixers et Nick Nurse le savent. C'est pour ça que je parle de D'Anthony Melton, parce que voilà, je pense qu'il a un rôle à jouer, mais ce qui sera là, on verra. Mais en tout cas, les Sixers le savent. Ils doivent avoir un plan anti-Brunson. Si tu commences à laisser Jalen Brunson proliférer, se balader dans ta raquette, rentrer, et je viens à 6 mètres, à 5 mètres, t'es mort. C'est quoi le plan anti-Brunson?
Ah bah c'est Batum, Oubre ou des gars comme ça en premier rideau pour essayer de vraiment de gêner au maximum. Et parce que l'autre il est tellement énorme que le plan anti-Bronson, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont trouvé. Hein. Bien sûr. Non mais attends, attention, je suis pas en train de dire que ça va être facile. Ouais, parce qu'il y en a plein qui ont testé des plans anti-Bronson, mais ils sont là. Je suis pas en train de dire que ça va être facile. Je suis en train de dire que t'es obligé d'y réfléchir. Ah bah oui. Comment tu défends le plus efficacement possible, et ça peut pas être l'affaire d'un seul bonhomme, comment tu défends collectivement le plus efficacement possible sur Jalen Brunson. Pour moi, si tu n'as pas dit Anthony Melton, tu es obligé d'envoyer un de tes ailiers avec de la longueur en premier rideau dessus. Si tu commences à demander à Maxey et Laurie d'être en premier rideau, Brunson, il va, je pense, vraiment être un peu trop coolos. Après, il va aller chercher, hein. Il va switcher. De toute façon, il va demander à Maxey. Et puis en plus, il a du monde pour lui poser. Ah, il y a Buddy. Allez. Puis, il a du monde pour lui poser des écrans en plus. Hein. Parce que alors là, New York, s'il y a bien un truc. Et les mecs sont malins. Ils sont très très malins. Ils sont sneaky de ouf. Et puis, il a 2 intérieurs, que ce soit Mitchell Robinson ou Hartenstein. Ça pose du 1080p là. Ça pose du bel écran bien mastoc. Parce que quand ils vont mettre Buddy Hield dans un corner et que Josh Hart il va faire non, t'inquiète, viens par là. Voilà. Tu connais Jalen. Ouais, mais ça c'est sûr ils vont le faire. Mais ça va être aux Sixers d'être organisé et à des joueurs, à mon avis, ça va demander beaucoup de travail à des joueurs comme Oubre, Batum, Tobias Harris qui sont les ailiers un peu polyvalents, longs, mobiles qui vont devoir venir boucher plein de trous dans l'unique but dans un premier temps, c'est ne pas laisser Jalen Brunson se balader là dans le périmètre mid-range où il aime bien. Si tu le laisses se balader là-dedans, il va te provoquer des fautes. Il va te faire ces petits flotteurs où tes intérieurs peuvent rien faire. Il va prendre des mid-range. Voilà. Créer le bump, lancer, terminer. Voilà, c'est ça. Il est trop malin. Trop malin, trop technique, trop en confiance. Beaucoup de touchés. Donc, tu n'as pas le choix. Et le fait que Randle ne soit pas là est un avantage là-dedans. Parce que tu n'as pas un deuxième gros gars agressif normalement à te taper. Non, agressif vers le cercle. Je suis bien d'accord, je souris parce qu'il faudra voir quelle est la meilleure itération des Knicks cet été. Mais exactement, mais si ça se trouve, on va dire c'est tellement mieux quand il n'y a pas Randle parce que tu joues autrement avec Hart et Anunoby dans les ailes. Mais bien sûr, on va voir. Je dis juste qu'en termes de ball handling, poser la balle au sol et essayer d'aller faire un paquet de cercle. Randle là-dessus, il est pratique. Il en a fait carrière. Il est chiant, mais sur certains aspects, mais ça c'est pratique. 24 points de moyenne en allant bully un paquet de monde. Bien sûr. C'est ça. Et donc, si tu veux, les Sixers n'ont pas le choix. Ils sont obligés de réfléchir. Ils sont obligés de réfléchir à un plan anti-Brunson. Et ce plan anti-Brunson va avoir des conséquences. C'est-à-dire que si tu serres trop sur Brunson, tu vas donc laisser des tirs à Anunoby, à Hart, à DiVincenzo. Tu vas peut-être laisser des lobes pour Mitchell Robinson. On verra ce qu'ils vont laisser. Mais moi, si j'étais dans le staff de Nick Nurse, je serais en réflexion avec mes collègues du coup. Je serais en réflexion en mode les gars, peut-être que ça vaut le coup de tenter dans un premier temps au moins de pas nous faire défoncer la gueule par Jalen Brunson. Je pense que défendre Jalen Brunson est le mieux possible et collectivement est une prio absolue des Sixers. Ils ont les joueurs. Alors, on va voir pour Anthony Melton, mais même sans Anthony Melton, même si c'est chiant, ils en ont d'autres. Ils ont des mecs à envoyer. Genre Maxi peut faire des efforts, c'est pas interdit. Je serais pas étonné que, il faudra voir comment il va être utilisé, mais vu que c'est un plan collectif, il faudra voir à quel point le mec le plus expérimenté là-dedans pour faire des très bonnes aides et faire chier, notamment sur ces aspects de pénétration-là, c'est Kyle Lowry. Parce que s'il y a un mec qui est trop âgé aujourd'hui pour suivre à la culotte Jalen Brunson, Kyle Lowry, il va pas venir. Par contre, de connaître mieux que 99% de la planète le plan de jeu, le fait que Brunson va pouvoir partir épaule gauche et tu fermes tout de suite l'accès, parce que c'est un des meilleurs provocateurs de passage en force de l'histoire de la NBA. À voir si Lowry fait pas partie de ce plan où en fait on va trouver très souvent sur la voie de Brunson un espèce de gros fessier qui va venir et qui va faire non mon gars faut que tu kick out dans le corner parce que là même s'il y a des bons écrans faut pas sous-estimer le premier rideau. Moi titre perso j'envoie Kelly Oubre ou Nico Batum premier rideau. C'est pour Nico pour voir. Oubre il sait faire aussi Il sait faire Oubre, il suit dans les écrans, puis il est chiant, il est long. Nico il a l'XP. Nico il a défendu sur Luka Doncic. Tu peux pas le faire tout seul tout le match, donc il t'en faut plusieurs. Tout à fait, Il t'en faut plusieurs. Donc t'en as déjà au moins 2. Des ailiers longs qui peuvent, et qui oui, t'entends, vont se taper dans le mur, et il faudra switcher, on verra bien qui y a derrière, mais ils vont aussi contourner, forcer dans les écrans, ils vont être là sur Brunson, ils vont être juste derrière lui, ils sont malins, ils vont refuser le contact, mais ils vont protéger avec leurs grands bras, enfin, tu vois, ils doivent travailler ce plan de jeu. Jalen Brunson fait une saison magnifique, qui ne peut pas être passé inaperçu auprès du staff des Sixers, soyons clairs. Et donc voilà, et tu le sais, et tu te dis, attendez les gars, si on arrive un peu à le contenir lui, comment ils attaquent New York? On va en parler, mais voilà.
défendre Jalen Brunson. Gros point tactique. Ah, franchement, je vais être là, genre, chaque ballon, parce que Brunson va avoir énormément de ballons, je vais être là. Ok, qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Okay. Oula, vous avez pris haut là. D'accord. Ok. Oh là, il a drop. Oh, il a pris un pull-up, dis donc. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait l'action d'après? Ah, l'action d'après, il ne drop pas du coup, tu vois? Et ainsi de suite, parce que Nick Nurse, très bon technicien défensif. Nick Nurse, il rigole pas du tout. Donc ça, c'est sûr que les Sixers vont être très bien préparés là-dessus. Et ils ont les joueurs d'expérience pour faire. Ils ont. Après, on verra pour Melton. C'est quand même moche. Si Melton... Ah, s'il était là, c'est un autre pronostic. C'est le joueur parfait. C'est le joueur parfait pour faire le premier rideau au moins. Donc voilà. Compliqué. Voilà. Je vais être un peu lié à ça dans mon point. Vas-y. Les lancers francs. Alors, vous connaissez les lancers francs. Ces tirs que l'on tire sur la ligne, c'est formidable. Alors vous allez me dire c'est un aspect un peu large. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Knicks Sixers. Déjà, première chose à comprendre pour cette série, ça va chialer de tous les côtés. Là, les arbitres, il faut qu'ils soient prêts. Les arbitres, les fans, les joueurs, le staff, les agents de sécurité, tout ce que vous voulez. Prenons les bases. Équipe par équipe. Côté Sixers, top 3, équipe qui provoque le plus de lancers cette saison pour des raisons évidentes, notamment du monsieur Joel Embiid, mais aussi d'autres garçons. Tyrese Maxey, une fois qu'il est lancé, mon gars, il y a du lancer qui est provoqué. Donc, même Tobias Harris, même les Kelly Oubre, on a vu sur pénétration, même d'autres garçons, etc. Donc, et même Kyle Lowry, quand il va balancer sa gueule là comme une boule de bowling là, en pénétration, souvent il arrive à gratter du lancer. Donc première chose, Philly est une équipe qui est top 3 en provocation de lancer de toute la NBA. Les Knicks en sont bien conscients, je pense. La meilleure manière de ralentir Philly, c'est évidemment de ne pas les laisser se nourrir de lancer dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tête de gondole, Joel Embiid. Premièrement, côté Joel, nous sommes en playoff, donc on sait aussi que Joel Embiid, par rapport au sifflet qu'il y a en saison régulière, c'est pas la même lorsqu'on est en post-season. Ça, c'est la première chose. Donc, comment Joel Embiid va s'ajuster? On l'a vu par rapport à la santé, mais comment est-ce qu'il va pouvoir être dominant avec toutes les interrogations que les gens ont, playoff Embiid, comment ça se passe? Et est-ce que sa production... Son genou, est-ce que la production va aussi baisser, notamment parce que les coups de sifflet ne vont pas aller dans sa faveur. Deuxième chose, Joel Embiid, si ça va plutôt en sa faveur, les décages que ça va créer. Mitchell Robinson, t'es gentil, tu vas aller sur le banc. Isaiah Hartenstein, t'es gentil, tu vas aller sur le banc. Très compliqué pour les Knicks de tenir si un Joel Embiid arrive à obtenir ses coups de sifflet, parce que derrière, s'il crée ces espaces-là, Maxey, ça va aller se régaler vers le panier. Vers le panier ou à 3 points. Ou à 3 points, et ça va créer des décalages. Donc côté Philadelphie, tu es top 3 équipe qui provoque le plus de lancers. Je vous parle pas de ce que ça donnait en termes de lancers francs provoqués une fois que Embiid n'était pas là, parce que ça a été le nord et le sud. Enfin, ça a été une différence énorme. Forcément. C'est la pierre centrale du jeu offensif de cet effectif. Donc, côté Philadelphie, comment est-ce que tu fais pour que dans cette série, tu aies les coups de sifflet à ton avantage? On a encore obtenu 10 là contre le Heat en Mais oui, bien sûr. Et il va continuer. Et ça va rendre fou les fans des Knicks, parce que ils le savent déjà d'entrée. Et Embiid, et Maxey, et Lowry, etc. Il y a tellement de vieux briscards qu'à Philadelphie, dès que ça va pouvoir aller chercher ces lancers-là, ils vont le faire. Ils vont vouloir contrôler le tempo, ça va très bien aller. Côté New York, forcément, tu es une équipe qui provoque moins de lancers. Plutôt milieu de tableau, et même j'ai envie de dire, sur la saison, ils sont 14-15e en lancers provoqués, mais si tu regardes la deuxième partie de tableau où il y a moins Julius Randle, puisque là il n'est pas là, t'es plus 18-20e. Oui. Parce que Julius Randle, c'est 5 à 6 lancers provoqués par match et c'est compliqué. Bien sûr. Et donc la défense de Philadelphie, quand elle est en place, avec ou sans Melton, c'est une horreur à attaquer. C'est chiant. Donc du coup, qui sont les provocateurs de lancer? Où est-ce que tu vas choisir tes points faciles? Parce que pour toutes les qualités qu'a Jalen Brunson, attention aussi, on va rentrer bientôt dans la discussion des entre lui et Trae Young, les mecs qui arrivent à le mieux vendre les coups de sifflet. Jalen Brunson, gros talent. De toute façon, tous les grands attaquants de l'histoire ont très très bien vendu les coups de sifflet. Donc côté Philadelphie, attention, fan, faudra pas craquer parce qu'il va y avoir du Jalen Brunson, du Josh Hart, du Dante DiVincenzo et d'autres garçons qui vont provoquer justement du lancer, parce que pour que New York aussi essaye de bien tenir offensivement dans cette série et fasse sortir certains gars des line-up, il va falloir provoquer ces coups de sifflet. C'est une série rugueuse, c'est une série où chacun va devoir trouver ses petits avantages. Ça va chialer dans tous les sens, tout le monde va critiquer l'arbitrage non-stop. Et surtout, je suis passionné par un élément au-dessus de tout ça, donc c'est Joel Embiid lorsqu'on est en play-off. Il y a ces critiques-là. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un run dominant face à ces Knicks? S'il n'arrive pas à trouver sa production, on l'a vu là, il a fait des très belles passes, là, notamment quand Miami venait doubler, il a été énorme. Et il a eu ses lancers francs. Est-ce qu'il va pouvoir avoir cette production-là? Ou est-ce qu'on va se dire, ah là, le plan de jeu de Tibbs, la façon dont ils sont venus doubler à chaque fois, avec Mitchell Robinson et Josh Hart qui venaient, ou avec d'autres garçons, même des Precious Achiuwa qui ont été envoyés, même Anunoby évidemment, passionné par le nombre de lancers qui vont être provoqués, autorisés
Et puis surtout, il va falloir les mettre parce que les Sixers, non seulement ça tente et ça en met, mais surtout un niveau de réussite qui est énorme. Ah ouais, ils les mettent. Maxi, alors rate pas beaucoup. Embiid non plus. C'est ça. Oubre non plus. Non, ils les mettent. Donc, à la fois, il y a Embiid dans son registre, à la fois, il y a Brunson qui est très très fort. Je sais pas combien il en provoque Brunson par match. Je peux l'avoir vite, t'inquiète. Faudrait que j'essaye de l'avoir, mais... Tiens, bouge pas. Brunson, il obtient 6,5 lancés par match. Il obtient 6,5, un peu comme Julius Randle. Il va essayer de continuer à avoir ses coups de sifflet là, donc attention, de chaque côté, moi tous les soirs, il y en a, c'est sûr, ça va gueuler, et il faut faire avec, parce que ce sont les playoffs. Donc tu vas sur la ligne et tu rentres tes lancers, mon garçon. Ouais. Voilà pour le point tactico-technique, comment défendre sur Jalen Brunson et la guerre des lancers, la war of free throws, on surveillera tout ça. On va passer au focus sur un joueur en particulier. Allez, le petit zoom. Allez, petit zoom. Alex, c'est qui sur cette série le joueur sur qui tu as envie de zoomer? Donte DiVincenzo. Ouais. J'ai focus un peu sur le côté défensif des Sixers sur Brunson. Là, je prends un joueur des Knicks. Donte DiVincenzo fait une saison magnifique. Ah ouais. C'est une des meilleures signatures d'agent libre de l'été dernier. Merci Golden State. Il le paye quoi, 11 millions par an. Bah, je veux dire, un salaire... pour un mec qui est titulaire de la deuxième meilleure équipe de l'Est, bah ça va en fait. Hein. Fait une saison entre lui et Joe Hart, au passage, ont des contrats les Knicks. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Saison la Klay Thompson Prime, Donte DiVincenzo, là, j'ai les stats sous les yeux. Il est à 15,5 points par match. À plus de 40% à 3 points, il en prend quasiment 9 par match. L'autre, hein, il a une green light totale. Absolument. Il en a, qu'est-ce que je dis, 9 par 8,7 par match. Il prend un peu de rebond, fait quasiment 3 passes d'ess, et ça va se battre sur les lignes de passe. Alors eux seuls, entre Donte DiVincenzo, Josh Hart, Hartenstein, Anunoby et tout, sur les 50-50 balls, va falloir que les Sixers vont se battre aussi, hein, mais là ils ont des clients en face. Et Donte DiVincenzo fait partie des mecs qui impriment ce genre de rythme. C'est-à-dire que dès qu'il est en forme et qu'il commence à prendre confiance en termes de tir, il devient une vraie arme offensive importante pour les Knicks, puisqu'il est le pendant à côté de Jalen Brunson. Il est capable de la poser un peu la balle, hein, et puis d'aller chercher quelques petits lancers et tout, de faire un petit quelque chose, de venir se battre au rebond offensif aussi, puis de remonter tout de suite. Il est athlétique. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est athlétique, Donte DiVincenzo. Il a la possibilité de mettre ses 3 points. Je pense que dans le jeu des Knicks autour de Jalen Brunson, il y a quand même une idée, à mon avis, sans Randle, de Tom Thibodeau, de dire, bah, tu sais quoi, dans ce cas-là, je vais foutre 3 3&D, Brunson et un pivot, grosso merdo. C'est-à-dire que tu vas avoir DiVincenzo, Josh Hart, qui est capable de mettre quand même quelques tirs, et Anunoby. Voilà, t'es d'accord, hein? 3 3&D, ok, 2, 3, 4. Pas mal interchangeable, même si le plus interchangeable, c'est quand même Anunoby qui est le plus grand, le plus polyvalent de tous. DiVincenzo et Hart sont un peu plus petits. Par contre, les deux, c'est des boules de muscles, c'est des mecs qui viennent se battre au rebond offensif, et c'est des mecs qui sont capables de rentrer des gros tirs et qui vont rien lâcher du tout. Et DiVincenzo, dans ce genre de rôle, va être très important, parce qu'en fonction de la défense qui va être proposée sur Brunson, DiVincenzo peut avoir des vrais espaces. Et si DiVincenzo fait tomber dedans, peut-être pas aussi bien qu'en régulière, faut pas exagérer non plus en playoff, mais bien quand même, et de manière dangereuse, il y a souci direct pour la défense des Sixers. Tout de suite, il y a souci. Il y a souci tout de suite. Et ça, c'est très important. Son rôle est crucial. Moi, quand il est arrivé au Knicks, je dis, ah tiens, c'est bien joué pour remplir le banc. Je pensais pas qu'il allait... Là, vraiment, Donte DiVincenzo, Thibodeau l'a upgradé au poste de titulaire, et l'autre, il est arrivé, il a fait, ok, bon, il n'y a pas de souci, mon grand. Moi, je suis titulaire d'une deuxième meilleure équipe de l'Est, il n'y a pas de problème. Et là, demain, tu as le backcourt Maxi, Melton, où tu as Brunson, DiVincenzo. Ouais. Bon, bah, on est là, on dit ok, bah, ça se regarde bien quand même droit dans les yeux, en fait. Méchant, hein. Putain, il fallait la sortir cette phrase-là il y a 6 mois. Hein. Ouais. Il y a 6 mois, il fallait la sortir celle-là. Et alors, si en plus Melton n'est pas au top de sa forme, il y a vraiment un truc à faire, parce que j'aime bien Kylori. Mais alors là, Kylori, DiVincenzo, c'est pas du tout un bon client pour lui, parce que DiVincenzo va pas si souvent que ça poser la balle, il peut le faire et tout, mais il n'y a pas trop les passes. Par contre, il va le faire courir, il va le out hustle en permanence et tout. Va falloir faire des vrais close-out sérieux. En plus, DiVincenzo, comme il est athlétique, il shoot d'assez haut. Enfin, vraiment, joueur qui peut valider la qualité du spacing des Knicks et qui peut exploiter les lacunes ou les potentiels trous qu'il y aura dans le backcourt des Sixers s'il n'y a pas Melton. Rôle très important, ouais, c'est mon joueur à suivre. DDV. Très très grosse saison. Lui et Joe Hart, de toute façon, je les kiffe. Ah bah, ils sont incroyables. Franchement, ça va être une bataille de malade mental.
J'ai trop hâte de voir. L'ambiance au MSG, là, fou furieux. Puis même l'ambiance à Philly aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Philly, il rigole pas non mais plus. L'opening au MSG là sur les 3 de Dante Vincenzo là. Moi, quand j'y étais là en janvier là avec les copains qui sont venus, Dante Vincenzo quand il met un 3 points, mon gars, c'est. Mais oui, c'est nimp. C'est le maire de New York quoi. Non mais oui. Incroyable. Ah mais ça va jouer. Hein. J'ai failli prendre ça, le joueur à suivre. J'ai failli prendre les publics de Philly et du Garden. J'ai failli prendre ça. Parce qu'attention, on va avoir des belles pancartes comme on dit. Et puis tu parlais des arbitres tout à l'heure sur les lancers, tu sais qu'au Garden là, ou à Philly, de temps en temps l'arbitre ici parce qu'il fait d'accord, je vais donner les lancers. D'accord. Attention. Non, j'ai pas sifflé. Non, j'ai pas sifflé. Non, vous m'avez pas entendu, c'est parce que j'ai pas sifflé. Allez, on va rester vivant, on va siffler cette fois. Voilà, t'as un petit joueur à suivre Bien sûr. Évidemment, c'est moi un facteur X, mais mon regard il est sur Joel Embiid non-stop sur cette série. Pourquoi ? Évidemment, Joel est revenu. Il y a un mois, c'était quasi inimaginable. On se disait quoi ? Mais ça y est, la saison elle est terminée, mon gars. Embiid il va pas revenir. C'est chaud, s'il revient, c'est pour s'assurer que pour Team USA ça le fera et qu'il sera sur 2 jambes. Mais là, bon, ça joue en grinçant des dents, mais ça joue quand même. Il y a même eu là sur la fin de régulière, il y a eu 1 ou 2 moments, je me souviens, où il avait un peu mal à la jambe, il demandait à sortir. On n'est pas du tout sur Embiid à 100%, ça c'est sûr et certain. Ceci étant dit, tu es d'accord avec moi, le meilleur pivot dans cette série, c'est Joel Embiid. Le meilleur joueur même. Parce que Brunson, Embiid avant de se blesser, Brunson il était derrière Embiid quand même. J'y viens. Joel Embiid est le meilleur pivot sur cette série. Oui. Enfin après c'est... Voilà, ok, vas-y, continue. On est d'accord. Continue. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir si Joel Embiid est capable d'avoir une grosse production face à un secteur intérieur qui nous a bien montré une chose l'année dernière lorsqu'on a gonflé des pecs sur Jarrett Allen et Evan Mobley notamment, qui sont évidemment un cran en dessous. Ils vont pas rigoler. Ils vont pas rigoler du tout. Donc très joli challenge. C'est une série relou pour Joel Embiid, c'est que là on est sur une série où on est sur le meilleur pivot de cette série qui va affronter 2 mecs qui sont des super défenseurs hyper interchangeables, et si tu en as fini avec Layol qui entre en jeu, qui te rentre dans 2 qui vont te boxer, attention. Qui vont être relous. Donc ce farcir Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, c'est quoi pour Joel Embiid? Même Precious, il est un peu plus petit, mais il est physique, il est tough quoi. Exactement. Et même les Josh Hart, tu vas lui dire genre il faut que je défende au poste, il n'y a pas de problème, viens sur l'avant-bras. Et donc du coup, moi la première chose qui m'intéresse, c'est est-ce que rien que déjà sur le poste de pivot, Joel Embiid va pouvoir être très clairement et large au-dessus le meilleur pivot de cette série. Je ne pense pas que Mitchell Robinson va être le meilleur pivot de cette série. Je dis simplement que on est tous d'accord, c'est le meilleur pivot de cette série, il doit jouer comme tel. Et ça ne veut pas dire que tu vas me tourner à 20 points 10 rebonds et bravo, pendant ce temps-là, eux en cumulé, ils étaient à 18 points 10 rebonds. Non, Joel Embiid face à ce genre de front courte, il doit les déboîter. Ils en ont besoin, les Sixers. Et j'adore Mitchell Robinson, j'adore Isaiah Hartenstein. On a parlé d'un gars qui allait partir sur un back-to-back MVP, c'est pas pour se faire freiner par Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein. Pour autant, j'ai quelques doutes. Parce que ces 2 gars-là, les 2 tueurs à gages là. C'est pas une bonne opposition finalement pour lui. C'est horrible. Surtout qu'en plus en défense, il va falloir qu'il réfléchisse bien à ce qu'il doit faire. Exactement. Parce qu'il va pas devoir défendre des mecs au poste. Hein. Non. Par contre, il va devoir défendre des mecs qui roulent. Il va devoir éviter de se faire défoncer au rebond aussi. Parce que Embiid est très fort en défense et très fort au rebond. Ouais. Mais là, il va avoir 2 gars agressifs. Tout à fait. Et parfois, il faudra faire des close-out sur certains mecs dans les corners. Tu vas être saoulé parce que ça va flopper dans tous les sens. J'en reviens au lancer. Enfin bref. Ouais. Donc tu as d'abord ça. Et de l'autre côté, tu as en effet cette supposition, c'est... Moi j'entends si des gens viennent me voir et me disent que c'est Jalen Brunson le meilleur joueur de la série. Mais moi si je suis Joel Embiid et si j'entends ça... Si Joel Embiid n'est pas à 100%, oui, peut-être, oui. Mais si je suis Joel Embiid et j'entends ça, mais j'ai envie de péter un plomb. C'est qui le meilleur joueur de cette série là? Ça doit être Joel Embiid normalement. Et j'ai envie de dire... il revient de blessure, donc c'est pour ça. Il revient de blessure, mais c'est pour ça que je vais le regarder parce que dans la façon dont il défend, dans le leadership, dans l'agressivité, dans la manière dont parfois Embiid, on le sait, se rapproche de l'arceau et est tellement obnubilé par l'obtention de coups de sifflet qu'il s'applique un peu moins sur la finition. Non, Joel Embiid, tu dois prendre la Big Apple et la mettre dans la Big Poubelle. Si tu es le pivot que tu penses être. Malgré les blessures, malgré tout ça, plein de gens sont blessés. Et lui, il a une grosse blessure. Là, on sait qu'il a des antécédents au niveau des jambes. Mais là... non, il y a plein de gens, même la Fédération Française de la Loose, là, ils sont prêts pour Joel Embiid en playoff. Tout le monde, tu le sais, Alex. Dès que Embiid se ramène, on se dit, tiens, ça y est, c'est le printemps, il a eu son MVP, voilà. Non, Embiid doit faire une série de pivots dominants, parce que si il fait pas ça, c'est pas 4-3, grosse ambiance, etc. Hein. Ça va aller très très vite pour les Knicks. Si lui fait sa série, là, on peut avoir un truc all-time. Mais je veux pas d'histoire de ah bah non, mais tu sais, il y a toujours un truc avec Joel. Oui, il n'est pas à 100%,
Mais je ne crois pas que Giannis sera à 100%. Je ne crois pas que Kawhi sera à 100%. Je ne crois pas que Jalen Brunson sera non plus à 100%. Je crois qu'il y a des garçons qui, à ce niveau de la saison, Anthony Davis va pas être à 100%. Est-ce qu'il va se plaindre contre Jokic? Non, mais je suis d'accord. Donc entre Anthony Davis qui a mal au dos et qui se plaint contre Jokic, ou Joel Embiid qui revient d'une blessure forcément très très lourde et qui affronte Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, je vais rien entendre. Rien entendre. Ah, mais de toute façon, les Sixers, ça passera beaucoup par Embiid, on le sait. On le sait. Allez mon gars, il y a des bouches à fermer. C'est vrai. Et côté Knicks, il y a des très gros contrats à aller chercher si tu arrives à tenir Joël. C'est pas les bouches les plus faciles à fermer. Pas facile. Et si on partait sur un pronostic? Allez, on y va. On envoie. Pronostic time dans cette section, c'est très simple. On vous raconte l'avenir et on vous fait des rappels. Rappel, il ne faut pas en aucun cas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Le conseil est simple. Le taux de réussite est de 100%. C'est le seul conseil que je peux vous donner avec 100% de réussite. Tous les autres, c'est des conseils à suivre. Voilà. Mais le pourcentage de réussite... 95,5. C'est vrai. Pas tout à en fait toute humilité. N'est pas tout à fait à 100. Allez, on est à 97. Faites pas les bolos. Évidemment, profitons de cette série sans faire les gens débiles. Alex, tu vas avoir un bandeau qui va s'afficher. Il y aura ton score. Quelle série. L'équipe qui avance. Et ton explicatif. Quelle série. Wow. T'es prêt? Ouais, vas-y, envoie. Et ça part. Ça part chez les Knicks pour moi. 4-2 Knicks. Ouais. La cote, elle est à 6. Alors, c'est pas du tout la cote la plus probable, selon Paris 11 Sport en ligne. Il y a d'autres cotes, plusieurs. Je dis rien parce que je le dirai après. C'est quand où, on aura vu. C'est là, tu vois, il y a là, ça c'est là, ça c'est là aussi. Ah oui, Sachez que les cotes les plus probables sont côté Sixers. Oui. Yo. Oui. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les Knicks vont gagner cette série. Les deux équipes vont jouer dur. Les Sixers ont de l'expérience. Les Knicks, finalement, c'est pas si mal. C'est un peu moins expérimenté que les Sixers, mais c'est pas minable. Enfin, c'est pas des lapins. Non. C'est pas des lapins. Brunson, il est déjà allé en finale de conf, en sidekick de Doncic avec Dallas. Ouais. Anunoby, pardon, mais il est aux Raptors, il a vécu quelques petits trucs quand même, tu vois. Josh Hart, il est pas arrivé hier dans la ligue. Bojan Bogdanovic, il a connu. La raquette, t'en as parlé. Bon, ils ont regardé Jarrett Allen arriver et Evan Mobley, ils ont fait cool, dis donc, je trouve bien et tout. Regarde, ils tiennent hyper bien dans notre poche là. Donc ils étaient là et tout. Bon, ils ont perdu contre le Heat, mais ça a été une expérience quand même de playoff. DiVincenzo, il est passé par des équipes et tout. Donc voilà, Thibodeau n'est pas non plus un lapin. Donc tout ça, en termes d'expérience, je mets un léger avantage Sixers, mais pas si énorme. Oui. Léger, on va dire. En termes de coaching, je pense que Thibodeau, sous ses airs parfois un peu plus run, je pense qu'en playoff, c'est pas un adversaire si facile que ça pour un coach qui est plus dans les ajustements tactiques qu'est Nick Nurse. C'est pas si simple. Et après, moi, je donne plein de petits avantages à New York. Je pense que dans le combat pur, cette équipe des Knicks est incroyable. C'est ce que j'allais dire. Et je pense que dans le combat pur, elle va dominer les Sixers. Je pense que les 50-50 balls vont être des Knicks balls. Je pense que Jalen Brunson a tout ce qu'il faut pour faire une grande série. Il n'est pas le seul, mais il peut le faire. Je pense que la triplette DiVincenzo, Hart, Anunoby, en fait, dans cette bataille des ailes où les Sixers peuvent dominer plein d'équipes comme le Heat lors du play-in ou d'autres équipes, là, ça va être pas simple, parce qu'en fait, c'est pas des mecs qui la posent tant que ça la balle sur le parquet pour aller au cercle et tout. C'est des 3&D, un peu comme les mecs d'en face, comme les Oubre ou les Batum ou les Tobias Harris et tout. C'est des mecs qui on va leur demander de rentrer des tirs, de poser un peu la balle de temps en temps, d'aller attaquer le cercle, mais surtout de bien défendre. Ils sont capables. Bien sûr. Ils ont deux pivots. Clairement. Joel Embiid a une grande série, il doit réussir, il doit tout, mais là ils ont deux pivots. Le coaching staff d'Enix dit attendez les gars, vous allez jouer le MVP là, vous allez jouer le MVP et il a mal au genou. Montrez-moi ce que vous pouvez faire de ça. Mais oui. Et donc entre le talent de Brunson, entre la très bonne saison de Dante DiVincenzo, de Hart ou de Hartenstein, global du groupe Knicks qui va arriver avec beaucoup de confiance, et même si c'est eux les deuxièmes de conf et que les Sixers sont un 7e mais sont une sorte de faux 7e. Ils sont 7e parce qu'ils ont eu un slump à cause de la blessure d'Embiid pendant la régulière, mais on voit bien sur la fin de régulière et tout. Il y a un côté, New York est un favori mais un peu underdog parce qu'en face il y a l'équipe du MVP en titre et tout. Il y a un contexte qui est très New York, qui est très Knicks, qui me fait dire qu'ils ont les moyens tactiques de rivaliser. Ils ont des moyens offensifs à travers Brunson et pas mal de shooters. Et surtout,
ils ont les moyens défensifs de regarder. Et dans une série de playoffs contre ces Sixers-là, il leur faut des moyens défensifs. Si Mitchell Robinson fait ses fautes, peut-être qu'Hartenstein, lui, va pouvoir tenir un peu mieux la baraque. Peut-être que Thibodeau va nous envoyer du McBride pile poil au bon moment et que ça va bien saouler les Sixers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je pense que les 2 premiers matchs vont être capitaux à New York. Capitaux. Les Sixers doivent en prendre un. S'il y a 2-0 New York, mon pronostic est extrêmement bien parti. Les Sixers doivent en prendre un. Les Knicks le savent. Beaucoup de choses vont se jouer dès le premier ou dès le deuxième en termes d'intensité, de qui va le vouloir le plus. Parce que sur la bataille tactique, je trouve que j'ai vu beaucoup de choses où voilà, on dit oui, mais les Sixers, plus d'expérience, tout. Moi, je trouve qu'on sous-estime pas mal Thibodeau et les Knicks là-dessus. Je les ai trouvés très bons tactiquement tout au long de la régulière. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce genre d'équipe, c'est que c'est une équipe qui arrive, elle sait où elle en est. Les mecs connaissent leur rôle, ils savent ce qu'ils ont à faire et tu sens que ça va tout mettre. Je veux dire, dans le 8-9 que Thibodeau utilise, si Thibodeau dit toi, désolé, mais il va que tu laisses ta main sur le terrain, il va laisser sa main, le gars. Ça, c'est sûr et certain. Sûr. Bien sûr. J'aime bien ce genre de délire. Voilà. Je vais me faire tomber un maillot de Knicks, de Joe Hart ou de DiVincenzo, ça va pas tarder. Ça. Tu vois. J'avais mis 4-3 Knicks dans mon apéro science-fiction. Ah ouais, t'as changé d'avis? Mais t'avais mis les Sixers en face parce que moi, c'est vrai que juste pour finir, j'avais les Sixers. Moi, dans mon bracket, j'avais Heat. Donc c'est vrai que ça change quand même sérieusement l'opposition. Donc voilà. Ça bouge pas. 4-3 Knicks. 4-3 Knicks. Toi, je pensais que tu aurais mis les Sixers. Non. J'étais 4-3 Knicks au science-fiction. Je reste là-dessus. C'est un Game 7 au Madison Square Garden. Oui. Alors. Bon, dans le fight. Ça sera commenté. Hein. Je sais pas quel jour ce sera ni à quelle heure, mais ça sera commenté. Hein. T'es d'accord hein. Il y a un Game 7 Knicks Sixers. Je pense que ce sera commenté. Dans le fight, évidemment, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. T'en parlais. Moi, je pense que même si Philly a quelques belles armes, si on est sur une série qui va se jouer dans le fight, tu vas pas aller chercher ces Knicks-là. Ils n'ont pas envie de ça, les Sixers. Tout à fait, c'est leur truc. Je suis d'accord sur les aspects d'avantage, notamment en termes d'expérience, parce que je pense que mine de rien, tu peux mettre en place des line-up entre du Lowry, du Batum, Embiid et certains gars. Tu peux avoir vraiment des gars qui ont tellement d'expérience qu'ils savent comment attaquer et défendre sur ces Knicks-là. Pour autant, j'ai l'impression que même si le run de fin de saison est très intéressant et séduisant côté Sixers, il y a cette incertitude autour de Embiid réelle. Désolé, on peut pas me dire que là j'en parlais dans la section précédente, on peut pas se dire là que le mec il est à 100% et tout. Donc oui, il va essayer de faire la meilleure série possible. Là j'en parlais dans le joueur à suivre. Mais je sais pas, c'est ce qui fait que c'est aussi indécis et que je pars en 7 et que les Knicks sont en avantage du terrain, sont à domicile et qu'ils comprennent bien Brunson et à un niveau extraordinaire et je pense a envie de ponctuer cette saison de calibre MVP, ou en tout cas de All-NBA First Team si on veut, ou Second Team, vous faites ce que vous voulez, mais il fait partie des 10 meilleurs joueurs de cette saison. Ah, tout à fait, mais il a été énorme. Mes avantages à moi, c'est que j'ai des incertitudes réelles, comme je disais là sur Joel Embiid, que j'ai le sentiment que parfois ça se joue à quelques petits détails, comme l'avantage du terrain, que on va se régaler de match en match parce qu'il va y avoir des déclarations dans tous les sens, qu'il peut y avoir des fautes flagrantes aussi, gentiment, pour changer les donnes, que tu peux avoir des suspensions. Ça peut partir dans tous les sens. Tu laisses à un mec comme Kyle Lowry la possibilité de faire une clé de bras ou de provoquer un petit truc de P-word à un gars des Knicks juste pour changer la dynamique de la série, il va en avoir. Tu dis à un Josh Hart de faire la même chose, il y va. J'ai le sentiment que lorsqu'il faut faire meilleure défense et meilleure attaque versus meilleure défense et meilleure attaque, je donne un léger avantage aux Knicks. Mais ça va se jouer au finish. Moi, je pense que ça va aller en 7. Ça va se jouer en 7 et que ça va être extraordinaire et que Jalen Brunson va montrer, pour moi, qu'il est le clair meilleur joueur de cette série. Je pense vraiment. Je pense que c'est un joueur exceptionnel, que ça ne remet pas en cause ce qu'on a pu se dire sur est-ce que c'est autour de ce genre de joueur que tu fais une équipe titrée. Ça, on en reparlera. Mais que dans cette série, c'est New York qui s'en sortira et comme je l'ai dit pour finir dans le Free Flow Science-Fiction, je pense que le vainqueur de cette série va en finale de conf. C'est cette série qui est monumentale. De l'autre côté du tableau, on le sait, il y a Bucks Pacers et on va voir qui s'en sort. Mais le vainqueur de cette série-là, si t'es les Sixers, t'as sorti les Knicks,
Je suis désolé, hein, mais les Bucks avec un Yanis pas à 100% et Doc Rivers ou les Pacers là, les dents de lapin, non. Tu vas en finale de conf. Et c'est pareil pour New York. Il y a un ticket à les prendre. Je pense que c'est pour New York. Ok. Alex, je remets donc le bandeau. Knicks, hein. Il a mis 4-2 Knicks, tout à fait. Et j'ai mis 4-3 Knicks. Même moi, ça me fout le seum de ne pas mettre les Sixers parce qu'ils ont la possibilité de faire une grosse saison. Ils ont une possibilité de faire de gros playoffs. Mais il y a une incertitude. Les fans des Sixers, venez nous choper par le col si on a tort. Ou tout simplement balancer vos arguments puisque le Game 1 a lieu dans la nuit de samedi à dimanche, demain. Nous, Alex, si je dis pas de bêtises, on va continuer et on va se retrouver pour les 2 dernières on va attendre. On a quoi? On a, au moment où on tourne cette vidéo, parce que j'ai pas encore en tête exactement quand elle va être diffusée, mais normalement ça le fait, on a un Pelican Kings. Ah oui, t'inquiète, c'est ce soir, c'est Pelican Kings et Heat Bulls. Et on a un Heat Bulls. Ah, Heat Bulls, c'est que les Bulls en fait. C'est que les Bulls, je déconne. Non, moi je déconne pas du tout. Non, mais oui, mais ils peuvent peut-être aller au premier tour de playoff, mais après, voilà. On fera la preview. Non, mais voilà, on va voir. Mais ça se trouve, ce seront les Bulls qui seront dans la preview. C'est rendez-vous ce soir pour les dernières confrontations du Play-in Tournament. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. On fait des bisous. Fans des Knicks et des Sixers. On vous attend dans les commentaires. Des bisous à la prochaine. Ciao. Ciao.